Quels sont les fonds négociés en bourse les plus populaires et les meilleurs? Stratégie, qu'est-ce qui vous différencie des autres ETF? Quel est l'avantage pour vous en tant qu'investisseur? Nous allons clarifier cela aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Northern Finance. Je m'appelle Alex Bou. Il y a désormais 2000 ETF, lesquels un investisseur d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse peut investir. Choisir le bon ETF peut parfois être un véritable casse-tête et avec cette vidéo, je souhaite t'aider et vous montrer les meilleurs fonds négociés en bourse les plus populaires. Juste montrer les stratégies de fonds négociés en bourse. Mais même pour les investisseurs expérimentés, il peut y avoir de nouveaux ETF ici, ou peut-être même d'autres, qui fonctionnent exactement comme ton portefeuille d'ETF jusqu'à présent. Mais tout cela pourrait peut-être être présenté de manière plus rentable, assurant ainsi un rendement plus élevé dans votre portefeuille. Nous allons examiner les 5 stratégies d'ETF les plus populaires en commençant par la stratégie des dividendes. Ensuite, la valeur suivie des petites capitalisations, c'est-à-dire des entreprises avec une faible capitalisation boursière. Après cela, nous passerons aux ETF immobiliers, donc REIT, et enfin la stratégie mondiale dont je suis personnellement un grand fan, que j'utilise moi-même et dans lequel j'investis plusieurs milliers d'euros chaque mois, investi. Et si cette vidéo vous plaît, soutenez-la avec un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus. Et dites-moi aussi dans les commentaires ci-dessous quelle stratégie vous suivez personnellement et pourquoi. J'ai hâte d'échanger avec vous. D'accord, commençons tout de suite avec la première stratégie qui est la stratégie de dividende et ici aussi avec le premier ETF. Ici, dans la stratégie de dividende, l'investissement se fait spécifiquement dans des entreprises présentant un rendement de dividende élevé et sont généralement un peu plus âgées et distribuent des dividendes prévisibles et réguliers. Et oui, ils peuvent défendre ça avec une sorte de douve. Cela signifie que les entreprises concurrentes ne peuvent pas facilement entrer dans cette affaire ici. L'objectif de la stratégie de dividende est le but est d'avoir plus de prévisibilité dans le portefeuille, surtout pendant les phases de marché difficiles, comme c'est le cas actuellement, et moins de risques à la baisse que les entreprises technologiques non rentables, par exemple, qui sont actuellement pénalisées dans de mauvaises phases de marché. Serait-ce des valeurs de dividendes? Shell ou Procter & Gamble? Alors, pariez clairement. Pour de nombreux investisseurs de la stratégie de dividende, il s'agit de se créer un revenu supplémentaire prévisible grâce aux dividendes prévisibles. Et cela pour augmenter constamment à long terme. L'ETF de dividende le plus grand et peut-être le plus important au monde est le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF, qui inclut les entreprises avec le rendement de dividende le plus élevé de leur propre marché mondial. L'indice Hachette. Actuellement, le ETF a un rendement du dividende de 3,7 % et investit dans plus de 1700 entreprises avec un ratio moyen de cours-bénéfice de 11,8 et un taux de croissance de 9,4 %, ce qui m'a honnêtement surpris. Je m'attendais à quelque chose d'un peu dont la valeur est attendue, mais souvent ce sont précisément les grandes entreprises, avec une douve avant le mariage, qui peuvent répercuter les prix plus élevés ou les augmentations de prix beaucoup plus facilement à leurs clients si cela est dû à l'inflation, comme actuellement, ou à la maximisation des profits. L'ETF ne coûte que 0,29 % par an et gère plus de 2,7 milliards d'euros. Cela fait de lui l'un des plus grands du monde, il faut le dire. Les 10 plus grosses positions sont ici très bien présentées et ne représentent que 13,3 % du total des actifs, ce qui indique une très bonne diversification. Également bien diversifié, l'ETF concerne les secteurs avec une bonne part allouée aux finances ici. Cependant, en ce qui concerne les marchés, la répartition n'est plus aussi large. Les entreprises viennent des États-Unis. Beaucoup d'entre eux sont également actifs à l'international, donc la part des États-Unis est en réalité un peu plus élevée, plus petit. Et l'essence de cet ETF et de tous les autres est également liée ci-dessous dans la description de la vidéo. Et si tu veux investir dans les ETF, tu auras bien sûr besoin d'un courtier. Scalable Capital et Trade Republic sont actuellement les meilleurs en Allemagne et la comparaison entre les deux est très intéressante. Je l'ai lié ici sur la carte d'information et aussi juste en dessous dans la description de la vidéo. Et avec les deux, tu obtiens non seulement des conditions extrêmement avantageuses avec un très grand choix d'ETF et d'actions, mais aussi d'avantages. Mais aussi actuellement une action offerte lors de l'inscription via le lien ci-dessous dans la description de la vidéo. Plus sur cela ci-dessous et nous continuons maintenant avec le deuxième ETF de la stratégie de dividende qui est le iShares Stocks Global Select Dividend Cent. Et comme le nom le suggère, nous n'avons pas des milliers, mais seulement les 100 plus grandes actions à dividendes du monde. Beaucoup moins de diversification qu'auparavant. Cela peut être vrai, mais ce n'est pas nécessairement le cas, comme nous le verrons tout de suite.
Le rendement du dividende ici est comparable à 3,73 % par an, mais les coûts sont nettement plus élevés. Au lieu de 0,29 % par an, c'est 0,46 % annuellement, même si cela nécessite généralement moins de travail. 100 au lieu de 1700 actions à reproduire, exactement. Le volume ici est un peu plus petit avec l'actif géré. 2 milliards d'euros. Les 10 premières positions constituent également, comme prévu, un plus grand risque de concentration. Tout juste fini. Et donc, le top 10 représente plus de 20 % et c'est vraiment une bonne chose. Quantité. Dans les secteurs, il y a également moins de diversification qu'auparavant et les titres financiers représentent environ un tiers. Pour le ETF, c'est déjà beaucoup. Et pour finir, le rendement a aussi été un peu moins bon que prévu, avec seulement 2,3 % au lieu de 8,9 % au cours des 12 derniers mois. Dans l'ensemble, il semble que le ETF mondial, qui est plus diversifié, ait également réalisé de meilleurs rendements dans le passé avec plus de diversification. Quant à savoir si cela restera vrai à l'avenir, c'est bien sûr impossible à prévoir, mais en général, je préférerais toujours diversifier davantage si le rendement est seulement comparable. Après ces deux ETF de dividendes, nous passons maintenant aux ETF de valeur, qui est une stratégie sélectionnant des entreprises qui sont évaluées comme bon marché à la bourse en fonction de ratios financiers tels que le ratio cours-bénéfice ou le ratio cours-valeur comptable et qui par conséquent généreront un meilleur rendement à l'avenir, qu'ils pourraient offrir, particulièrement en ces temps de hausse des taux d'intérêt. Cette stratégie gagne à nouveau en popularité. Le plus grand ETF value au monde, avec une capitalisation boursière de 4,4 milliards d'euros, est l'iShares Edge MSCI World Value Factor, qui présente un ratio de coût de 0,3 %. Cela implique un investissement uniquement dans les pays industrialisés du MSCI World, avec la même distribution sectorielle, ce qui est assez intéressant. Au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ont pu réaliser un rendement de 4,73 %, avec un total de 402 actions incluses, mais les 10 premières représentent 20,429 %. Du patrimoine total, il est intéressant de noter que, contrairement à de nombreux autres ETF, l'argent est en fait la plus grande position ici. Et sinon, on peut s'attendre ici encore à de très grandes entreprises connues telles qu'Intel, Pfizer et Shell, entre autres. Dans le domaine des secteurs, les valeurs de la technologie de l'information représentent le poids le plus lourd avec 21 %, suivi par les finances et la pharmacie. Comme pour l'indice MSCI World, il y a une grande dépendance envers les États-Unis, mais il faut dire que c'est moins que d'habitude et le Japon et le Royaume-Uni sont un peu surévalués ici. Ensuite, nous passons à l'iShares MSCI World Value Factor. Nous avons ici le même jeu qu'avant. Cependant, en plus des facteurs de valeur comme le PER, maintenant filtré aussi selon les critères ESG, environnement, social et gouvernance d'entreprise. Cet ETF gère désormais seulement 126 millions d'euros, donc une fraction et coûte 0,3 %, soit autant que ça. Avec 231 actions, il y a environ seulement la moitié autant qu'avant, et le top 10 représente maintenant 24 % au lieu de 20 % de l'ensemble du ETF, donc encore un peu pire qu'avant. La répartition sectorielle est similaire avec l'informatique, les finances et la pharmacie en tête. Mais pour les pays, cela ressemble plus à un MSCI classique, qui est également dominé par les 2/3 des États-Unis. Comme le ETF existe depuis moins d'1 an, il n'y a pas encore de performance annuelle ici, mais juste un peu moins, et ici, le ETF est finalement à peu près à 0. On passe maintenant aux ETF de petite capitalisation, autrement dit, les ETF qui investissent uniquement dans des entreprises de petite taille et où historiquement, les rendements ont été bons. Comme nous le voyons également ici avec l'indice MSCI World Small Cap depuis 2007. Vous pouvez voir ici qu'en 2007, on a commencé avec des évaluations très élevées, mais on a quand même obtenu de très bons rendements. Ici, nous avons l'iShares MSCI World Small Cap, qui représente exactement cet indice ici et a une valeur de 2,4 milliards d'euros. Les frais s'élèvent à 0,35 % par an et il possède un incroyable total de 3 499 actions dans son portefeuille. Ainsi, les 10 premiers représentent maintenant seulement 2,3 %, soit un dixième de l'ITI précédent. Cela permet d'être extrêmement bien diversifié et d'éviter les risques de concentration. Cependant, il y a déjà le risque ici que cette stratégie se comporte moins bien dans une récession que dans une escalade. Les petites entreprises ont traditionnellement de moins bonnes performances que les grandes entreprises durant ces phases. C'est simplement un fait. En tant qu'ajout à long terme, les ETF de petite capitalisation restent très intéressants. Dans les secteurs, la diversification est également large, sans risque de concentration majeure. Comme nous pouvons le voir ici, les États-Unis sont à nouveau en surpoids. Et comme il s'agit de petites entreprises, on peut supposer qu'elles font également la majorité de leurs affaires aux États-Unis.
Et ici, le risque des États-Unis est assez grand, on ne peut pas vraiment l'ignorer. Au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ont subi une perte de 7,6 % avec cet ETF. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'ETF et encore moins qui diffèrent de cet ETF de petite capitalisation. C'est pourquoi nous allons maintenant continuer avec l'ETF immobilier, meilleur ETF mondial. Le premier des deux FPI immobiliers est le iShares Developed Markets Property Yield, qui investit dans les plus grandes cotations boursières Entreprises et immobilières. investissent dans des lectures du monde développé. Investi avec plus de 2 % prévus. Dividende, mais sans la graisse. Pas de blague. Le FPI pèse 2,2 milliards d'euros et offre un rendement de 2,63 %. Les frais sont de 0,59 % ce qui est assez ambitieux pour un FNB. Cela inclut 310 entreprises. Les 10 meilleurs représentent 24,63 %, ce qui est encore assez important. Mais cela permet d'avoir une large couverture des différents sous-secteurs, incluant le commerce de détail, c'est-à-dire la vente en magasin. Les développeurs classiques de biens immobiliers se concentrent sur les appartements privés, bureaux, hôtels et encore beaucoup de spécialisés et encore plus. Géographiquement, il y a malheureusement encore une fois un très grand focus sur l'Union. Ici, la culture boursière est tout simplement très développée et de nombreuses entreprises sont cotées en bourse, bien plus qu'en Europe par exemple. Au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ont cependant subi une perte de 1 %. On peut également utiliser l'ETF Funact Global Real Estate, qui n'investit pas dans 310 entreprises, mais seulement dans 100. Il vaut 466 millions d'euros et coûte moins de la moitié du FNB ICS avec 0,25 %. Les 10 premiers représentent 38 % de la fortune, mais récemment, 9 des 10 premiers sont inclus ici. Les entreprises t-shirts sont exactement identiques. La pondération est un peu différente comme nous pouvons le voir ici, mais 9 des 10 premières positions sont les mêmes que celles du iShare et cela à la moitié du prix. Très intéressant. Ceci est ce que je trouve. Et oui, la différence n'est pas si grande. La répartition sectorielle n'est malheureusement pas bien conçue et au lieu de cela, ici on parle uniquement de l'immobilier. Sérieusement, je n'aurais pas pensé que l'immobilier serait inclus dans un ETF immobilier. Il est clair que des améliorations sont nécessaires. Mais oui, au moins les sous-secteurs sont mentionnés ici comme les appartements privés, les appartements de bureaux, des zones industrielles, des hôtels et des commerces sont inclus, mais un détail plus précis serait mieux. Concernant les pays, nous avons de nouveau une forte pondération des États-Unis, comme précédemment, et au cours des 12 derniers mois, il y a eu un rendement exact de 0,2 %. Donc, un peu mieux que le iShares, plus cher, mais pas de beaucoup. Et avec cela, nous arrivons également à la fin. Le fonds négocié en bourse mondiale ou des pays industrialisés. D'abord, nous avons ici mon ETF utilisé personnellement de Vanguard, qui ne réplique pas le MSCI World, mais le FTSE Developed World. Celui-ci est presque identique, on pourrait dire, dans sa composition, ainsi que la performance des actifs, comme nous pouvons le constater ici sur les 12 derniers mois. L'avantage est cependant que FTSE demande nettement moins de frais pour ses indices, comme le MSCI, et nous allons maintenant examiner cela, car cet ETF de 2,1 milliards d'euros coûte seulement 0,12 %, ce qui jusqu'au Pronkasan est de loin la valeur la plus basse dans cette vidéo, et dont l'indice est beaucoup plus pronk si Zonkman repronk Santosate. La plupart des ETF MSCI peuvent le faire honnêtement, ce qui signifie plus de rendement pour toi à la fin. Possible. Au total, 2254 actions sont désormais incluses. Resté et le top 10 reprend 77 % du patrimoine total. Et ici, toutes les classiques sont inclus comme Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Berkshire et plus encore. En ce qui concerne les secteurs, nous avons également une très bonne répartition, ce qui permet de dire que les actions technologiques, hier, comme pour tous les ETS mondiaux, il faut honnêtement admettre que cela constitue une grande part et ici, comporte également des risques plus importants. Aux États-Unis, comme avec le MSCI Monde, il représente 2/3 et tous les autres pays sont relativement insignifiants. Au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ont réalisé un rendement de 0,39 %. Et maintenant, passons au classique absolu des ETF, le iShares Car MSCI Monde. Cet investisseur investit bien sûr uniquement dans les pays industrialisés représentant 44 milliards d'euros. C'est vraiment énorme. Les normes et les nombres, en comparaison, sont plus que le double. Comment les paiements d'intérêts annuels sur la dette totale s'effondrent? Et si tu es resté jusqu'ici, soutiens la vidéo et toute la recherche derrière en aimant et en t'abonnant si tu ne l'as pas déjà fait. L'ETF coûte 0,2 % par an et comprend 1525 actions.
Les 10 premières sont identiques ici, mais avec l'ETF FUSI, il y a de petites différences dans la pondération. Au total, les premiers sont excellents. Sont ici de 7,2. 4% du patrimoine total. En ce qui concerne les secteurs, on retrouve également une prédominance des actions technologiques comme, et du point de vue géographique, les États-Unis sont même représentés à 68 au lieu de 66%. Pondéré, donc une surpondération encore plus marquée des États-Unis que précédemment. En Allemagne, par exemple, cela représentait 2,27%, tandis que pour le FTSE, c'était 2,3%, donc encore très comparable. On a vraiment des produits très comparables ici, mais on paye presque le double, il faut le dire. L'année dernière, les investisseurs ont tout de même obtenu un rendement de 0,9% ici, tandis que pour le FTSE, c'était 0,39%. Cela est dû moins au coût qu'aux petites différences de contenu ici. Et cela ne peut pas être dit maintenant, ce qui est mieux au long terme. Je prends qu'à faire juste ce qui est moins cher et transdisponible et comparable. On ne peut donc pas dire quel est le meilleur produit. C'est vraiment une question de goût et aussi une question de ce qui est réellement négociable avec votre courtier, car Trade Republic et de nombreux autres courtiers... La ETF Vanguard ne sont pas proposés. Ah, mais iShares, oui, si. Scalab propose les deux et a en fait la plus grande sélection d'ETF sur le marché allemand avec peu de frais. Comme dit, la comparaison est en dessous dans la description de la vidéo. Dans la description, si cela vous intéresse. Intéressé. Cela nous amène au dernier ETF mondial et au dernier ETF de cette vidéo. Et il combine, oui, le meilleur des deux mondes. Ici, nous avons combiné les coûts bas de Vanguard avec l'offre de MSCI. Il s'agit du SPDR MSCI World. Celui-ci investit exactement de la même manière que l'iShares MSCI World. Les deux ont le même indice à répliquer. Et ici, 1,4 milliard d'euros sont gérés, investis dans 1540 actions. La différence réside vraiment uniquement dans les coûts. Au lieu de 0,2%, comme chez iShares, seulement 0,12% sont facturés, comme avec l'ETF de Vanguard. Cela signifie que vous payez juste un peu plus de la moitié pour exactement les mêmes services. Les 10 premières positions sont ici, comme prévu, identiques à celles du iChess MSCI Monde et c'est la même chose pour la pondération par pays que nous pouvons bien voir ici. Au cours des 12 derniers mois, les investisseurs ont pu réaliser un rendement de 1,05%, soit 0,15% de plus qu'avec iShares. ETF. Ainsi, on a moins de frais et même une représentation un peu meilleure de l'indice qu'avec iShares. Très intéressant selon moi. Dites-moi dans les commentaires ci-dessus si cela vous inciterait à changer ou non. Les coûts ici ne sont peut-être pas déterminants ou quelle stratégie utilisez-vous personnellement ou peut-être même lequel de ces ETF que nous avons parcouru ici dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour cette vidéo. Et en conclusion, on peut dire qu'avec tous les ETF, conduit globalement beaucoup mieux que le célèbre livret A d'Olaf Scholz, où, comme nous le savons tous, il a investi 100% de sa propre fortune. Alors, les ETF sont la solution, pas le livret d'épargne. Sur ce, je te souhaite un bon rendement et à la prochaine.